Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Et voici notre troisième vidéo de notre top 2019, vidéo consacrée aux... séries. Sans plus tarder, c'est parti pour vous parler de nos 10 séries qu'on a préférées en 2019, donc sorties en 2019. Le but, pour qu'on puisse les mettre dans notre classement, c'était qu'il fallait que la saison se termine en 2019. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des séries qui sont en cours actuellement, mais qu'on ne peut pas mettre dans notre classement parce qu'elles sont pas encore terminées. Et contrairement aux films, ça va, on a quand même regardé pas mal de séries. On a vu, je crois, une petite 50aine de saisons de séries, ce qui est quand même pas mal. Du coup, c'est parti avec la numéro 10, j'ai mis la saison 3 de Mister Mercedes. Oh. Mister Mercedes, c'est une série qui adapte la trilogie Mister Mercedes de Stephen King. Trilogie que je n'ai toujours pas lue, hein, pourtant elle est... Si, elle est là. Voilà, elle est là depuis longtemps et je l'ai toujours pas lue. En tout cas, en tant que série, c'est vraiment excellent. C'est une série plutôt de type enquête policière, où on a un flic à la retraite, interprété par Brendan Gleeson, qui est excellent en vieux flic irlandais très bourru, toujours de mauvaise humeur. C'est lui qui jouait Maugrey Folloy dans Harry Potter. Qui va se mettre à enquêter sur le tueur à la Mercedes, un mec qui un jour a pris une Mercedes et a foncé dans une foule et a tué plein de monde comme ça. Et ce tueur à la Mercedes va devenir un petit peu obsédé par le personnage de Brendan Gleeson, donc l'enquêteur, et le narguer un petit peu, et donc on va assister un peu à un petit duel entre les deux. Et troisième saison, et c'est toujours aussi bien, c'est une série qui arrive à se renouveler à chaque saison, à nous redonner des nouveaux enjeux. Je sais pas si par rapport au livre ça suit bien les bouquins ou si ça va plus loin, mais en tout cas en tant que série c'est vraiment excellent. Bon, déjà les acteurs sont ouf, ouais. Notamment Brendan Gleeson, mais pas que, il y en a aussi plein d'autres qu'on a découvert qui sont vraiment super. Tous les personnages, on sent que c'est des personnages de Stephen King parce qu'ils sont bien construits, ils sont super riches, ils sont pas genre tout blanc ou tout noir. On est un petit peu perdu dans la série, on sait jamais trop vers qui se tourner. Même le méchant Mister Mercedes, il a des nuances, il a des bons côtés. C'est vraiment une série qui à la base paye pas trop de mine parce que visuellement ou au niveau de la réalisation ça a rien de dingo. Mais dans l'histoire, le scénario et les personnages et les acteurs, c'est vraiment ouf. Et j'adore cette série. Et à chaque fois, je suis super contente. La saison 3, je sais pas si... Enfin, il y a un thème en plus qui est abordé dans cette saison 3, c'est le thème de l'auteur, de l'écrivain. Et je sais pas si ça fait partie des bouquins de Stephen King ou pas, donc c'est... Bah si, complètement. Si, oui. Ouais. Enfin, dans la trilogie. Dans la trilogie là, je parle, tu vois, mais c'est un thème que oui. Stephen King a déjà travaillé, avec Misery notamment, même si j'ai toujours pas lu ni vu. Mais oui, du coup, j'ai trouvé que c'était cool qu'il y ait ça dans la saison 3. Je sais pas si ça y est dans les bouquins Mister Mercedes, mais... Ou c'est peut-être inspiré justement de Misery ou d'autres écrits parce qu'on sent que ça hante un petit peu, enfin, si c'est Stephen King qui a écrit ça, on sent que ça le hante, et si c'est pas lui, il a certainement travaillé en collaboration avec la série, vu qu'il fait un caméo dans la saison 2. En numéro 10, j'ai mis la saison 1 de What We Do in the Shadows, une série FX qui adapte le film What We Do in the Shadows, c'est pour ça si ça vous dit quelque chose. C'est l'histoire racontée sous la forme d'un faux documentaire caméra à l'épaule. On suit un petit peu la tranche de vie de ces personnages. Ça raconte l'histoire de vampires qui habitent en ville, à New York, à notre époque. Et déjà le film était bien drôle. Le film, bon, ça c'était un peu différent parce que ça se passait à Auckland et voilà. Ils reprennent pas mal de choses du film. Ils arrivent à étendre ce film. L'aspect comédie est toujours bien présent. Oui, parce que t'as pas dit, mais c'est une comédie. Voilà. C'est pas genre, oulala, des vampires, Dracula et tout, non, c'est genre... C'est genre, oulala, des vampires, Dracula et tout. Et voilà, les personnages sont bien écrits, les acteurs sont hilarants. Il y a un côté un peu cheap, un peu kitsch, mais qui est volontaire, qui reprend un peu l'esthétique justement du film. Il y a vraiment un côté mythologie du vampire, mais revisité, des choses qui sont
dans l'imaginaire collectif quand on parle de vampires et qui ici sont détournés. Et en même temps, c'est assez réaliste en fait. C'est vraiment le vampire, pas fantasmé. Bah, le vampire, s'il était vraiment vampire dans la vraie vie, enfin voilà, ce serait un peu un mec super ringard et has-been en fait, avec ses capes et son cercueil et tout. C'est genre un peu naze en fait. C'est ça qui fait que c'est super drôle. Et t'as pas dit, mais du coup, c'est de Taika Waititi? Oui, voilà, le film est de Taika Waititi et Jemaine Clement. Et là, ils sont producteurs sur la série. Jemaine Clement est encore un peu plus impliqué. Et puis, bon, bah voilà, il y a plein de choses rigolotes. On ressent un petit peu leur patte, leur humour. Et en plus, en bonus, il y a quand même pas mal de guests, notamment dans un épisode en particulier où t'as vraiment énormément de guests. Yes, plein de clins d'œil à d'autres films de vampires. On a vraiment eu des fous rires avec cette série, qui ça arrive quand même pas si souvent que ça avec les séries en général, quoi. On sait que quelque chose fonctionne sur nous quand on ressort des répliques plus tard pour s'en faire des private jokes. Yes. En numéro 9, j'ai mis la saison 3 de The Handmaid's Tale, sans surprise. Voilà, pour la 3e année consécutive, cette série est dans mon top. Cette série est toujours aussi géniale, formidable, malaisante. Regardez-la. Juste, avec des thèmes importants, bien traités. Donc c'est une série dystopique dans lequel les États-Unis ont un petit peu pété un boulon. Et où le féminisme ça n'existe plus. Hein. Les femmes sont réparties en 3 rôles, les servantes, les épouses et les boniches, quoi. Et les servantes, elles sont là pour la reproduction, et donc elles sont violées dans des familles avec il y a un code, il y a des règles. C'est un truc hyper religieux, c'est hyper malaisant parce qu'on sait que ça peut très bien arriver. Les acteurs sont ouf, et en particulier Elisabeth Moss, qui maintenant, je pense, fait vraiment partie de mes actrices préférées. Elle est incroyable, et pas juste dans cette série, à chaque fois qu'on la voit, elle arrive à se mettre dans un nouveau personnage et à pas jouer tout le temps pareil. Toute l'ambiance visuelle de la série, hyper froid, dans les tons bleus, les costumes sont hyper travaillés, c'est une série qui est ouf, qui me bluffe à chaque fois. Et donc c'est une série qui adapte le bouquin La Servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai toujours pas lu, putain. Mais beaucoup disent que la série est encore meilleure que le bouquin, parce que ça va plus loin, parce que c'est moins rapide, ça prend plus son temps. C'est vrai que les saisons sont assez longues, hein, il se passe pas incroyablement beaucoup de choses, mais moi j'adore, ça fonctionne trop. Même si c'est trop malaisant et t'as envie de mourir après avoir vu chaque épisode. Et en même temps, ça donne envie de se battre contre le patriarcat. C'est vrai, c'est les personnages... contre le fascisme aussi. Mais voilà, c'est les personnages sont super forts, en particulier le personnage principal est super forte et c'est très inspirant. En numéro 9, j'ai mis la saison 9 de American Horror Story. Comme d'habitude, American Horror Story, c'est une série anthologique d'horreur, donc chaque saison est centrée autour d'un thème, et là, le thème c'était les slashers et plus généralement l'hommage aux films d'horreur des années 80. Les films d'horreur où on aimait bien tout ce qui était gore, et parfois de manière un peu kitsch. Et j'ai vraiment aimé cette saison. Parce que moi c'est un thème qui m'a parlé plus personnellement, toi peut-être un peu moins. C'est vrai qu'à la base, j'étais pas du tout emballée. Quand j'ai vu le premier épisode, j'étais en mode ça va être toute la saison comme ça va être chiant, enfin je veux dire ça va tourner en rond. Et en fait, ils ont poussé le délire à l'extrême. Et la saison elle passe toute seule en fait, et c'était vraiment génial. Et ça c'est grâce à la puissance des auteurs de cette série. Ils arrivent à toujours trouver des nouvelles intrigues, relancer la saison quand il faut, quand elle commencerait éventuellement à s'essouffler, hop, on rajoute des nouveaux enjeux. Là en plus ça aborde une mythologie intéressante, la mort, le mythe du tueur, le satanisme, tu vois, ce genre de monstres humains. Et en même temps un hommage aux films d'horreur angoissants, horrifiques des années 80. C'était carrément bien fait. En numéro 8, on en a déjà parlé, c'est What We Do in the Shadows, saison 1. En numéro 8, j'ai mis Grégory, la série Netflix documentaire sur l'enlèvement et la mort du petit Grégory à l'Épanche-sur-Vologne. C'est genre à 20 minutes en voiture d'ici. C'est précisément la ville dans laquelle je travaille actuellement. Nous, l'affaire Grégory, on a entendu parler quand on était petits, mais on n'a pas été baignés dedans comme les générations avant nous. Je pense que nos parents, ils ont beaucoup plus traversé cette histoire que nous. Et
on en a quand même entendu parler, puis maintenant qu'on habite dans les Vosges, ça fait un peu partie de notre patrimoine. Et franchement, je pensais pas autant kiffer cette série. Mais c'est vraiment super bien raconté. C'est vraiment bien travaillé quand la fiction est surpassée par la réalité. Il y a un gros travail documentaire dans cette série parce que il montre des choses qu'on avait encore jamais vues apparemment, qui étaient jamais passées à la télé ou quoi. Et pourtant, c'est une affaire qui avait été vraiment médiatisée de ouf, avec plein de choses qui avaient fuité à la télé et dans les journaux. C'était pas plaisant à regarder, mais c'était hyper intéressant. Et ça y est, du coup, voilà, on connaît bien maintenant ce qui s'est passé. Là, tous les week-ends, en fait, on va mener l'enquête. Non. Et en plus de ça, donc c'est une série qui notamment retrace les faits et les interrogations de l'enquête, qui est toujours pas terminée, hein, toujours en cours. Et ça montre aussi tout un tas de choses, notamment les dérives des médias, des journalistes, ou même du système judiciaire qui parfois marche pas du tout. C'est une série qui prend pas parti vers certaines personnes. Voilà, elle est assez impartiale et je trouvais ça plutôt bien foutu. C'est pas une série qui oriente ton jugement. Ou alors si ça l'oriente à un moment, ça va ensuite l'orienter vers un autre endroit, parce qu'en fait ça reste quand même bien construit, ça va pas montrer des preuves ou des choses qui n'ont aucun rapport à la suite, ça va d'abord se centrer sur une certaine partie, puis ensuite se centrer sur une autre, et du coup ça aide aussi à comprendre un peu pourquoi est-ce que c'est une affaire complexe à traiter, pourquoi est-ce que c'est toujours pas résolu, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont parties dans tous les sens. En numéro 7, j'ai mis la saison 7 et dernière saison de Orange is the New Black. La saison qui conclut enfin cette merveilleuse série qui nous a fait rigoler, pleurer... crier à l'injustice. En même temps, c'était une belle conclusion. C'est bien qu'il y ait une fin à cette série, parce que je pense que plus de saisons, ça se serait un petit peu essoufflé. Là, c'était le bon moment. Les auteurs ont réussi à raconter tout ce qu'ils avaient envie et besoin de raconter, et la fin est vraiment émouvante et poignante, et c'était une belle fin, comme on n'en voit pas souvent dans les séries. Une fin de gens qui savent lâcher l'affaire. Enfin, voilà, lâcher leur bébé et dire non, c'est bon, si on continue, après ça fait trop. C'est une fin qui est pas du tout fermée, parce que il y a beaucoup d'histoires qui sont pas conclues, forcément. La vie continue pour beaucoup de personnages. C'était une série vraiment juste, avec on a découvert des actrices vraiment incroyables que j'espère bien revoir dans d'autres saisons. D'ailleurs, oui, dans la saison 3 de Mister Mercedes, il y a l'actrice qui joue Red dans Orange is the New Black. Ah oui. Et qui est assez formidable aussi dans Mister Mercedes. Donc voilà, je suis contente de pouvoir revoir les actrices ailleurs. T'as vraiment envie de suivre la vie des personnages, tu t'intéresses aux gens. Tout le monde a des histoires intéressantes. Personne n'a été délaissé dans cette saison, l'écriture est vraiment dingue, il y a des rebondissements tout le temps. Franchement, les auteurs, ils ont vachement travaillé là-dessus, que ce soit au niveau du storytelling, au niveau du background de plein de personnages. Ouais. T'as envie de t'intéresser à tout le monde, et même s'il y a des personnages, par exemple, qui t'inspirent moins, tu trouveras toujours des personnages qui racontent des choses qui t'intéressent. Et pour avoir lu, du coup, le bouquin d'origine, donc le livre de Piper Kamen, puisqu'elle existe vraiment, j'ai vraiment beaucoup plus préféré la série. Le livre est au final plutôt quelconque et raconte pas grand chose en fait, il dénonce un petit peu mais beaucoup moins que la série, beaucoup moins subversif. En numéro 7, j'ai mis The Dark Crystal Age of Resistance, la saison 1. On vous avait déjà parlé de cette série quand on faisait les vlogs d'Halloween. C'était vraiment génial de bout en bout. Que ça soit au niveau de la réalisation, au niveau de la réalisation avec les marionnettes, l'histoire était bien sympa, l'univers est cool, c'est de la fantasy assez classique, mais ça fonctionne super bien, c'était trop beau, les musiques sont cool. C'est vraiment une série qui va rester dans ma mémoire pendant un bout de temps, elle m'a marqué, c'est vraiment merveilleux. Et surtout, il y a vraiment une ambiance qui se dégage, et ça c'est grâce aux marionnettes. Tous les personnages en fait sont des marionnettes, comme on en faisait dans les années 80. Et c'est vrai que ça peut en rebuter pas mal. Moi au début, quand j'ai su que c'était des marionnettes et quand j'ai vu un peu la bande-annonce, je me suis dit
Je vais pas aimer, enfin ça va me déconnecter du truc, je vais pas réussir à m'attacher au personnage, je vais sans arrêt m'imaginer le mec qui tient sa marionnette et qui fait les trucs quoi, et en fait pas du tout. Ça transporte encore plus. Une fois que tu passes le premier épisode et que tu te mets dedans, tu te rends compte du travail de malade qu'il y a pour animer ces marionnettes qui deviennent des vrais personnages à part entière. Il y a un vrai travail d'acteur dans les marionnettes en fait. Et même si l'histoire te laisse un petit peu en retrait, mais juste visuellement, c'est une énorme claque. À chaque épisode, t'as envie de regarder tous les détails des costumes, des marionnettes. J'ai presque envie de comparer le travail qu'il y a eu sur tous les aspects créatifs à ce qu'il y a eu sur Le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est vraiment des heures et des heures de travail. En numéro 6, j'ai mis la saison 1 de la nouvelle série Miracle Workers. C'est une série dont j'ai entendu parler nulle part d'ailleurs, je crois qu'elle est un petit peu passée inaperçue. Après elle est très très courte, c'est des épisodes de 20 minutes je crois. C'était frais et c'était bien sympa, notamment parce qu'il y a Daniel Radcliffe dedans. Et j'aime la carrière de Daniel Radcliffe, j'aime ses choix de films et de séries. Depuis Harry Potter, je trouve qu'il fait que les bons choix. Voilà, il délaisse complètement tous les blockbusters et tous les trucs un petit peu mainstream pour se consacrer à des projets un petit peu chelous, un petit peu bizarres, en marge, pas très connus, mais dans lesquels il a vraiment l'air de s'éclater en fait, et je le trouve excellent. En plus de ça, il y a aussi Steve Buscemi qui joue Dieu. Et donc en fait c'est une série qui va être un petit peu anthologique, on va avoir à chaque fois une saison, une thématique, un univers. Donc là en fait dans la saison 1, on est au paradis, et il y a Dieu qui décide qu'il en a marre de l'humanité. Et donc il va tout effacer. Allez hop, on supprime la Terre, on recommence, on va créer autre chose, voilà. Et sauf qu'en fait, on se rend compte que Dieu, c'est plus un enfant qui se lasse de ses jouets et il est un petit peu con qu'il aussi. est un peu instable mentalement. Et ouais, voilà, c'est vraiment un enfant gâté un peu, ouais. Et puis c'est pas l'enfant le plus malin de la famille en fait. Voilà. Et donc du coup dedans il y a Daniel Radcliffe qui incarne un ange, et donc il y a aussi plusieurs autres anges qui sont affectés à des tâches très particulières. Là par exemple Daniel Radcliffe il est complètement blasé parce que il est affecté aux prières, et les prières c'est un service qui est plutôt délaissé depuis quelques millénaires. Il est censé rendre service aux humains, et donc pour rendre service aux humains il y a un protocole. Il faut pas intervenir d'un coup, par exemple. S'il y a un humain qui a perdu ses clés et qui dit « Oh, j'aimerais tellement retrouver mes clés, faites que je retrouve mes clés », il va pas juste, les faire apparaître devant lui, non. Il faut qu'il bouge une feuille qui attire l'attention de l'humain vers un autre endroit, qui ensuite va suivre un écureuil, qui ensuite va ramasser un caillou et dire « Ah, je connais ce caillou, ah, ça me rappelle la forme de ce rocher, ah, je vais aller voir ce rocher, ah tiens, ça me rappelle que... » Voilà, hop, et qui ensuite va retrouver ses clés qui étaient en fait dans sa chaussette... C'est ça, c'est complètement absurde, mais c'est plein de bonnes idées, c'est drôle, c'est vraiment l'humour à l'anglaise. Hein. Et si vous avez bien aimé The Good Place, pour le côté un peu paradis, machin, humour, ou voilà, mythologie un petit peu recréée, ça peut vous plaire, parce que c'est un petit peu dans la même veine, en moins sérieux. Et du coup, il y aura une saison 2 qui va bientôt sortir, et là, on sera plus à l'époque... genre Moyen-Âge où Daniel Radcliffe va jouer un roi, et encore, voilà, ça a l'air encore trop drôle. Quand il explique que... Mais qu'est-ce que ça fait? Des girafes? Ça a aucun sens. C'est un chien avec une jambe à la place du cou. En numéro 6, j'ai mis la saison 1 de Love, Death, Robots. Love, Death, Robots, c'est une série anthologique, un épisode, une histoire, une série d'animation. De science-fiction. De science-fiction, exact. Et donc, chaque épisode aborde un thème, et surtout, chaque épisode est fait avec un style différent d'animation. Donc il y a une équipe sur chaque épisode, et c'est super cool. C'est un recueil de nouvelles, de science-fiction. C'est aussi plaisant à regarder qu'à découvrir l'univers à chaque fois qui est créé dans l'épisode. Donc si vous aimez l'animation pour adultes, si ça vous manque de voir si vous avez l'impression que tout est un peu pareil dans l'animation, on a tout le temps les mêmes styles, le même style Pixar, le même style Disney qui ressemble vachement au style Pixar, là vous allez vous régaler. C'est vraiment l'occasion en fait de découvrir des auteurs, des auteurs d'animation différents, avec une patte différente. Et en plus chaque épisode adapte une nouvelle de science-fiction. Ah oui, c'est vrai. Donc ça peut être aussi l'occasion en plus d'aller découvrir des auteurs.
On reste dans la science-fiction avec mon numéro 5, la saison 2 de The Orville. The Orville, c'est la meilleure série de science-fiction actuellement, et pourtant, j'aurais pas du tout parié dessus au début. Parce que c'est quand même un petit peu kitsch, pas forcément super joli, et quand tu vois la bande-annonce, tu dis ça va être un petit peu lourd et un petit peu redondant, on a l'impression d'avoir déjà vu ça, et en fait, pas du tout. Ce qui devait commencer comme une parodie de Star Trek, en fait, ça aborde des thèmes très Star Trek, justement, mais c'est super juste, c'est meilleur que du Star Trek. C'est une série de Seth MacFarlane, et ça fait vraiment, Star Trek, c'est-à-dire un épisode, une petite aventure de la part d'un équipage d'un vaisseau, qui, voilà, il leur arrive des trucs à travers l'univers, ils découvrent des nouveaux peuples, des nouvelles planètes, tout un tas de choses, mais... Donc déjà, c'est drôle parce que Seth MacFarlane, hein, il est quand même plutôt drôle comme mec, il arrive, en plus il joue dedans. Et en plus de ça, il y a tout le temps des messages, des interrogations hyper actuelles, hyper importantes. Ça va parler d'homosexualité, ça va parler de la question du genre, pas forcément des thèmes simples à aborder, mais en fait, eux, ils arrivent à rendre ça hyper logique, et t'es obligé en fait à la fin de dire ah bah oui en fait c'est tout simple en fait, pourquoi on se prend la tête avec des choses dans notre société alors qu'en fait c'est naturel et c'est tout bête et tout simple. Mais pas que, il y a aussi des épisodes qui posent des questions et qui donnent pas forcément de réponse. Je pense par exemple à l'épisode de la capsule temporelle, quand il déterre une capsule qui date du 21e siècle, et que ensuite il reconstruit par un système de simulation, une personne qui date du 21e siècle. Ensuite, un membre de l'équipage tombe amoureux de cette reconstitution de simulation d'une personne. Et donc voilà, ça pose des super questions. C'est hyper poignant cet épisode. Il t'a envie de pleurer. Ouais. Alors c'est sûr, visuellement, au niveau de la réalisation, il n'y a rien de dingo, c'est vraiment à la Star Trek, c'est assez simple, les effets spéciaux sont pas dingos, il n'y a pas un budget de ouf. Ils ont augmenté le budget pour la saison 2 quand même. Hein. Mais vraiment, moi j'adore, et c'est vraiment chaque semaine un épisode, je suis contente de le voir, et j'ai trop hâte de la saison 3, et j'espère que c'est une série qui va continuer encore son petit bonhomme de chemin, parce qu'elle est excellente, vachement meilleure que Star Trek Discovery, même si le ton est pas du tout le même. En numéro 5, j'ai mis la saison 7 de Orange is the New Black. On y revient. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé cette saison. En numéro 4, j'ai mis la saison 2 de Pause, que tu n'as pas vu. Non. Parce que tu ne regardes pas Pause. Et tu as tort, car c'est vraiment excellent. Mais je peux pas tout regarder. Je crois que j'avais mis la saison 1 dans mon top de l'an dernier, et là, rebelote, c'est vraiment une série excellente. On va suivre simplement des personnages issus de la communauté afro-américaine trans dans les années 80. Ça va parler de cette communauté, ça va parler du voguing, ça va parler évidemment du sida, de l'épidémie complètement ravageuse de cette époque-là, de toute la désinformation de l'État à ce sujet. C'est une série qui m'a fait découvrir plein d'actrices et d'acteurs trans qui sont vraiment géniaux, que je connaissais pas du tout. Ils sont vraiment investis dans leurs personnages parce que ils ont un passé commun, ils comprennent leurs personnages, et c'est hyper juste comme série. C'est vraiment c'est une série qui va être émouvante, poignante, drôle. C'est une thématique hyper importante. Ça va donner des messages hyper importants que tout le monde devrait écouter. C'est vraiment une série que je vous recommande à fond parce que c'est pas des communautés qu'on met en avant très souvent dans les séries, et ça permet d'apprendre plein de choses. Et en plus de ça, c'est hyper divertissant aussi. Et c'est par les créateurs de American Horror Story. Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'on retrouve certains thèmes. Oui. Et moi, en 4e position, j'ai mis The Orville, saison 2. Regardez The Orville. En numéro 3, une série dont on a déjà parlé, j'ai mis Love, Death and Robots, parce que j'ai beaucoup trop aimé, et que il faut encourager ce genre de série, on en veut plus des séries comme ça. Et d'ailleurs, la saison 2 arrive cette année. Moi, en numéro 3, j'ai mis la saison 1 de Watchmen. Je l'ai pas mis dans mon top. Ah bon? Non. Ah, je me demande ce que t'as mis en 3 premiers. Comment dire? Parce qu'en fait, voilà, il y a le comics, il y a le film, il y a le préquel en comics, et du coup, ça mélange un petit peu tout ça.
Ça prend comme base le film en fait, et on dit que c'est la suite du film, parce que bon, ça reprend certains éléments qui sont présents dans le film. C'est en même temps un petit peu aussi la suite du comics, mais c'est un petit peu difficile de s'y repérer si on veut vraiment voilà, s'attarder sur ce point de détail-là. Il faut vraiment prendre la série comme une extension. Si on connaît l'univers Watchmen, on sera pas perdu. Si on connaît pas, on va passer quand même à côté de beaucoup de choses. Ouais. C'est pour ça que c'est pas une série à mettre entre toutes les mains. Cependant, ça peut quand même vous permettre de découvrir l'univers Watchmen. Toi, t'avais vu le film et lu le comics il y a longtemps. Oui. J'ai vu le film il y a plus longtemps que j'ai lu le comics. Et t'as quand même réussi à raccrocher certains wagons. Oui, j'ai bien réussi à m'en remettre dedans et à comprendre qui étaient les personnages et les enjeux, etc. Et sinon, ouais, je pense que tu peux regarder la série sans avoir lu. Parce qu'elle est quand même autocontenue. Il y a quand même une histoire qui est autocontenue dans cette saison. Oui. Après, il y a beaucoup d'enjeux qui sont... C'est vrai que c'est un travail d'écriture qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, c'est de la science-fiction qui défonce. Franchement, c'est super bien. Regardez Watchmen, regardez le film Watchmen si ça fait longtemps. Ça pose des questions, en ce moment, on a beaucoup de films de super-héros, et ça pose des questions, sur le super-héros, mais pas que, ça pose des questions de société, ça pose des questions de manipulation des masses, ça pose... Question du pouvoir. Il y a des questions de science, il y a des questions de jusqu'où on peut aller, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire des choses parce qu'on le peut, ou est-ce que c'est pas une bonne raison, juste, suffisante. En plus, voilà, il y a un travail visuel, l'ambiance visuelle est cool, les persos sont cool, il y a plein d'histoires et d'intrigues développées, la narration est bien foutue, il y a un bon jeu de pistes, franchement, il y a des mystères. C'est une série avec laquelle t'aimes bien créer tes petites théories entre les épisodes et voir si tu vas avoir raison ou pas, faire tes pronostics et c'est super intéressant à suivre. En numéro 2, j'ai mis Tchernobyl, saison 1, mais enfin, il y aura pas de suite, en théorie, hein. C'est une mini-série dont tout le monde a beaucoup parlé, hein, évidemment. C'est une série qui va retracer historiquement absolument tout ce qui s'est passé pendant la catastrophe de Tchernobyl, de façon assez objective. Ouais, on peut dire ça. Hein, c'est hyper juste, c'est des acteurs très bons. Très investis. Très investis, un visuel en concordance avec ce que raconte la série, c'est hyper froid, hyper opaque, un peu verdâtre, très... glauque. Très glauque, très... soviétique, ça marche super bien, c'est glaçant parce que ça existait pour de vrai, on était en plein dedans, hein. Et encore une fois, un peu comme Grégory aussi, ça montre aussi les problèmes de notre société, les problèmes des médias, à qui on peut faire dire n'importe quoi, le gouvernement qui manipule absolument tout le monde, et puis scientifiquement le nucléaire, ça fait quand même, moi, je trouve hyper méga flippé. Ça met bien en avant aussi les problèmes politiques. Oui. Pour pas perdre la face à ses voisins, on va mentir, on va cacher des choses. Pour pas perdre la face à son peuple, on se sent vraiment tout petit quand on regarde cette série. On se sent complètement manipulé par tout ce qu'il y a au-dessus de nous et ça nous remet bien à notre place, je trouve. En numéro 2, j'ai mis The Handmaid's Tale saison 3. Ah, tu l'as mis beaucoup. Ah, c'est marrant, tu l'as mis plus haut que moi, alors que... C'est vraiment une série qui m'a marqué, une série qui... Je sais pas, ça résonne. Il y a tellement de thèmes abordés, que ça soit, le thème de l'exil aussi politique. Enfin, quand t'as un pays qui est en guerre. Ah oui. Ah, c'est vrai. Quand tu fuis la politique fasciste de ton pays et que tu te retrouves chez ton voisin, c'est pareil. T'es bien content qu'il t'accueille voilà. Et qu'il te traite comme un être humain et pas comme... Mais pas comme un migrant qui vient voler notre travail. C'est vrai que ça, on le voit beaucoup dans la saison 3. C'est un peu le plot de la saison 3. Et dans cette saison 3, il y a aussi beaucoup plus de questions politiques. Le rapport, justement, entre les États-Unis, les nouveaux États-Unis et leurs voisins, que ce soit voisins du Nord avec le Canada ou du Sud avec le Mexique. Parce que du coup, c'est une série, de dystopie, donc c'est de la science-fiction, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais en même temps, c'est quelque chose qui existe complètement, avec des États qui sont complètement fascistes, aujourd'hui ça existe. Et puis en plus, ça se passe un petit peu après notre époque, donc tout ce qui se passe à notre époque, en fait, ça sert de base à l'univers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment dans la série, c'est notre monde,
qui a basculé. Oui. Donc, les règles de notre monde s'appliquent oui. pour tout le monde, sauf aux États-Unis, parce que eux, ils ont décidé de basculer. Mais les autres pays jugent les États-Unis. Ils ont une vision. Voilà. Mais en même temps, ils sont bien coincés aussi parce qu'ils peuvent pas non plus balancer une bombe atomique. Et voilà, parce que c'est la souveraineté du pays. Ils peuvent pas vraiment intervenir dans cet autre pays. Oui. Ouais, ça pose plein de questions. C'est vraiment c'est passionnant comme série. Est-ce que t'as envie de faire la guerre aux États-Unis, parce que même s'ils sont ils sont ce qu'ils sont maintenant, et ça reste quand même un pays puissant. C'est une série qui parle beaucoup de l'injustice. J'ai mis en numéro 1, à ma grande surprise, la saison 1 de The Dark Crystal. Voilà. Ah. Parce que elle mérite d'être en numéro 1, tu vois. Ça veut pas dire que je l'ai préférée aux autres, là, que j'ai mis en rang 2 ou 3 ou quoi, mais il y a tellement un boulot de fou sur cette série, et puis c'est de la fantaisie, et c'est bien que cette série existe, qu'il faut la pousser et que j'ai envie que tout le monde aille la regarder et l'apprécie. Je pense que nous, on kiffe vraiment tout ce côté créatif, création d'un univers, mais création, pas forcément juste écrire l'histoire, mais vraiment construire ensuite les décors, les personnages, les... Ouais, on est sensible à ça. Qu'est-ce que t'as mis en numéro 1 ? En numéro 1, j'ai mis Tchernobyl. Ah, c'est vrai que Tchernobyl, ça m'a... regardez ça dans le lit. Je me rappelle, on était à l'écran là en face de nous là, puis moi il fallait que j'enlève la couette parce que j'avais trop chaud. Et je regardais des fois ce que je fonde en même temps. Voilà. C'était nos 10 séries préférées de 2019. Il y avait vraiment du bon. On vit dans un âge d'or de la série. Yes, donc il faut en profiter. Et en 2020, ce sera encore le cas. Oui. N'hésitez pas à nous faire dans les commentaires votre top des séries que vous avez particulièrement appréciées en 2019. On ira voir s'il y a des trucs qu'on aura ratés ou pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il reste encore notre top des livres, comics, lecture graphique, BD, manga à venir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description, et aussi sur pugoscope.fr pour avoir des articles écrits. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à il. Oh, ça va, ça sent pas trop le Ricard. Ouais. J'ai mis What Windows. Oh, What Windows. Mais c'est pas drôle, tu vois. T'as mis Grégory ? Oui. Ok. C'était l'interlude Bloop Bloop.